Lundi 14 mars dernier, Bitcoin, l'Ether et toutes les crypto-monnaies basées sur le Proof of Work ont purement et simplement failli être bannies de l'Europe. C'était en tout cas le souhait jusqu'à lundi après-midi dernier d'une partie de la Commission des affaires économiques et monétaires, l'ECON donc, du Parlement européen, dans son fameux projet de réglementation MiCA, Market in Crypto Assets, puisque dans sa dernière version, sur la pression du groupe des Verts, le texte voulait contraindre les PSAN européens à ne plus vendre des crypto-monnaies considérées non durables, dont Bitcoin et l'Ether font partie donc, car leur mécanisme de sécurité utilise la preuve de travail, la Proof of Work, et donc de l'énergie, et donc pollue. C'est sur cette base qu'une partie de la commission souhaitait donc interdire les monnaies issues du Proof of Work et donc Bitcoin et l'Ether. Heureusement, cette proposition a été rejetée en majorité par nos députés européens, mais ce n'est pas totalement gagné. On va voir pourquoi on en est arrivé là, quels sont les enjeux et quels sont les risques encore existants dans le projet de loi MiCA qui considère et concerne donc les crypto-actifs et qui va changer beaucoup de choses dans les prochaines années pour cette classe d'actifs. Dans cet amendement qui donc a été rejeté du texte de loi MiCA, il était à la base impossible pour les entreprises européennes de conserver, de vendre ou de conseiller des cryptos qui correspondent à ces points. Alors pourquoi nos députés ont souhaité bannir Bitcoin et les crypto-monnaies en Proof of Work de l'Europe ? Eh bien on l'a dit car Bitcoin pollue trop, en tout cas selon les rapports qui les ont poussés à prendre cette décision. Mais sur quoi ces députés se sont-ils basés pour se diriger vers cette interdiction pure et simple du Proof of Work au risque de menacer le sacro-saint principe de neutralité technologique? Eh bien si on regarde un petit peu ce qui s'est dit sur Twitter et dans les textes de loi, on peut retrouver plusieurs threads, notamment un d'Alexandre Stachenko qui est le directeur blockchain et crypto à KPMG, eh bien, qui nous fait un petit peu le compte-rendu des rapports sur lesquels se sont basés les députés verts pour ramener cette proposition dans le texte MiCA. Parce que pour l'anecdote, il avait été mis, renlevé et sous la pression de ce groupe parlementaire, eh bien, le texte a été voté avec cet amendement. Au final, cet amendement a été refusé, on verra, ça s'est joué à pas grand-chose tout à l'heure, mais voilà, il y a eu pression d'une partie des députés qui étaient sur ce sujet. Mais donc, sur quoi se sont basés ces députés pour prendre cette mesure qui est une mesure importante et qui aurait pu condamner l'Europe? Alors, si on fouille un petit peu les différents rapports, on apprend dans un premier temps que les différentes sources qui ont inspiré cette loi ne sont pas indiquées. Pourtant, comme le précise le thread d'Alexandre, on y apprend notamment que sur les 30 derniers mois, Bitcoin aurait produit 13 millions de tonnes de CO2 et qu'une transaction requiert 707 kWh pour être effectuée. Ce fameux chiffre des 707 kWh par transaction est une information issue d'un rapport très contesté dans l'écosystème du site Digicomist qui prévoyait notamment en 2017 qu'en 2020, donc il y a 2 ans, Bitcoin utiliserait la totalité de l'énergie disponible sur cette planète pour fonctionner. J'ai l'impression que c'est pas totalement le cas et ça ne s'est pas passé. Mais alors, sur quoi se base ce rapport pour affirmer avec autant de force ces chiffres et pourquoi nos députés les ont repris pour faire cet amendement qui aurait pu condamner l'Europe et qui aurait pu sortir le Proof of Work de notre continent? Et bien là aussi, dans ce fil, on apprend un peu plus sur la méthodologie qui a mené à ce rapport. Grosso modo, 4 pools de minage sont retenus. On regarde les IP derrière les différents pools de minage et leur localisation. On prend le mix énergétique des pays concernés et on généralise à toute la planète. Alors, c'est contestable, comme le rappelle Alexandre, notamment parce que les 4 pools de minage ne représentent même pas 50% du hash rate mondial. Et puis on le sait, les IP sont un très mauvais indicateur, notamment parce que les VPN permettent d'outrepasser la localisation. Et parce que, sans rentrer dans les détails du mix énergétique, c'est une information qui n'est pas fiable non plus dans la provenance de l'énergie, qu'elle soit verte ou non. Sur ces 3 points donc, qui font la base de ce rapport
qui a servi à établir cet amendement, eh bien ces points ne sont pas recevables. On l'a vu, donc les adresses IP avec les VPN, c'est pas extrêmement fiable. Le deuxième point, eh bien, c'est que les 4 poules de minage, nous précise Alexandre, c'est même pas 51% de la puissance de calcul du réseau global, ce n'est même pas la moitié, donc c'est difficile de généraliser sur le reste du réseau. Et puis même sur cette moitié-là qui est factuellement représentée par ces 4 poules, eh bien le fameux mix énergétique n'est pas recevable. Je vous mettrai en description quelques papiers si vous souhaitez comprendre un peu ce que c'est le méthode de calcul de ce mix énergétique, mais là aussi Alexandre en quelques mots nous l'explique très bien. Si vous mettez votre machine de minage en bas d'un barrage, mais que ce barrage se trouve au Kazakhstan, la méthodologie retiendra donc que votre électricité provient à 90% du charbon, donc ce n'est là aussi pas recevable et c'est pas du tout précis. Et puis dans tous les cas, d'après ce rapport, depuis 2 ans, on ne devrait pas avoir d'électricité. Or, les différents éclairages dans ce studio fonctionnent et la caméra également. Et si vous pouvez regarder cette vidéo, c'est qu'a priori, sur ce point-là aussi, le rapport n'avait pas totalement vu juste. Pourtant, c'est sur celui-ci que nos députés donc se sont basés pour demander l'interdiction du proof of work. Et on peut comprendre, aussi alarmiste qu'il soit, qu'on aurait pu faire la même erreur si on n'avait pas creusé un petit peu la méthodologie de ce rapport. Alors heureusement, après quelques allers-retours, malgré le fait que certains députés ont souhaité que ce point soit absolument voté dans la loi MiCA, et après un week-end un petit peu complexe durant lequel les industriels et l'industrie crypto même au global s'est dressé en Europe durant tout le week-end sur les réseaux pour essayer d'expliquer la bêtise qui pourrait être faite si ce texte était voté tel quel, et bien donc heureusement, lundi 14 mars dernier, cette partie du texte, cet amendement du Proof of Work interdit en Europe, qui ne dit pas son mot, a été rejeté. Mais ça ne s'est pas passé à grand-chose, puisque 32 contre 24 pour. La proposition a donc été rejetée. D'autant que les points soulevés par les Verts et ce rapport qu'on vient de voir ne sont pas totalement recevables, comme le précise l'ADAN, l'Association de développement pour les actifs numériques, dans sa lettre ouverte il y a quelques jours sur le sujet. Les réseaux Proof of Work permettent une meilleure efficacité énergétique. Alors, c'est pas forcément compréhensible au prime abord, mais c'est vrai que quand on creuse un petit peu, ça prend son sens. Je continue un petit peu la lecture de cette lettre. Comme cela fut initialement expliqué, ils permettent de réduire le gaspillage d'énergie dans de nombreuses zones géographiques, notamment l'Islande, la République démocratique du Congo, la Norvège et d'autres. La capacité de production d'énergie renouvelable dépasse largement la demande énergétique des populations locales. On voit que Bitcoin peut incarner cette volonté d'aller vers de l'énergie verte, renouvelable, parce que les mineurs ont plus intérêt à aller dans ces pays où l'énergie est peu chère, plutôt que d'aller dans des pays où l'énergie carbonée est importante, et donc coûte cher, parce qu'elle coûte cher à produire, parce qu'elle est beaucoup taxée. Donc, il faut voir Bitcoin potentiellement comme moteur de ce changement plutôt que le premier bénéficiaire d'un système un peu désuet. Pour essayer d'en comprendre un peu plus dans les détails de ce qui vient de se passer, donc, je me retrouve avec Pierre Persson, qui est notre crypto-député à l'Assemblée nationale en France. Lui, qui a, je vous le disais, particulièrement suivi ces débats et particulièrement suivi les contraintes de MiCA ainsi que ses avantages. Pierre, merci de nous rejoindre sur cette petite vidéo pour essayer de comprendre un peu davantage sur ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton sentiment? Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à ce point-là lundi dernier? Est-ce qu'on a échappé belle? Oui, je pense qu'on a échappé belle. Pour le coup, on aurait pu avoir un texte qui est pire que qui aurait été pire que celui qu'on a actuellement, notamment sur l'interdiction de la proof of work, qui ne le dit pas explicitement, mais qui aurait induit en fait que pour les détenteurs ou pour ceux qui offrent des cryptoactifs qui sont issus d'un protocole de proof of work, eh bien, ils n'auraient pas pu les détenir. Donc on voit bien la problématique d'ensemble que ça aurait induite, au-delà même des difficultés qu'il y a aujourd'hui à date dans ce texte sur les définitions, sur les qualifications juridiques et sur les contraintes qui vont peser sur les différents opérateurs du marché. Mais ça, je pense que ça sera un autre sujet dans les temps à venir, parce que au-delà de la simple question du proof of work, sur la question des stablecoins, sur la question des NFT, sur la question des DeFi, il y a aujourd'hui des inconnues qui sont toujours pendantes dans le texte. Et justement, cette partie sur le minage, elle a été
ajoutée. Quand j'ai fait le podcast avec Faustine, elle avait été retirée il y a quelques semaines, puis rajoutée dans les tout derniers jours, en fin de semaine dernière. Pourquoi c'est allé si vite et pourquoi il fallait absolument que ce point-là soit dans cette version de Mika ? Parce que le rapporteur allemand, un libéral de droite, Monsieur Berger, tenait absolument à avoir un consensus entre les différentes forces politiques. Alors c'est bien, c'est à saluer, mais bon, l'assemblage entre la carpe et le lapin, ça fait pas toujours bon ménage. Et le problème étant, c'est que les Verts et les socialistes tenaient extrêmement au signal politique, et même parfois au scalp, sur la question de la consommation énergétique. Faut considérer qu'il y a une partie du spectre politique. Je veux pas faire de politique parce que je pense que en fait cette technologie appartient à tout le monde et on peut à la fois être souverainiste et libertarien avec. Donc je pense qu'elle n'appartient à aucun camp politique, mais il faut forcer de constater qu'il y a une frange aujourd'hui du spectre politique, notamment au Parlement européen, qui considère que cette technologie ne sert à rien, qu'elle est spéculative et donc elle ne justifie pas aujourd'hui la consommation électrique qui peut en découler. Et c'est ça le problème. Et Berger, qui est donc le rapporteur, a voulu trouver un compromis. La première interdiction du proof of work lui paraissait déséquilibrée. Il a donc essayé de suspendre le vote et de le repousser. C'est pour ça que Mika a été repoussé dans un dernier temps. Quand j'ai discuté avec lui, il voulait quand même absolument avoir l'accord, une majorité, notamment des Verts et des socialistes. Et comme eux bloquaient sur la question de la politique énergétique, le texte, l'amendement est réapparu dans le dernier temps de la lecture, mais la mobilisation des acteurs, mais surtout de la communauté, parce que je voyais ça dans certains propos de députés européens ou européennes, que je ne citerai pas pour pas être désagréable, que le lobby du Bitcoin avait gagné. S'il y avait un lobby du Bitcoin, ça serait c'est l'intégralité d'une communauté qui s'est mobilisée et qui a permis aussi de médiatiser l'hérésie qui aurait été d'interdire la proof of work et notamment les jetons qui en découlent. Et on en a vu un peu dans tous les sens, le week-end dernier, juste avant le 14 mars, on a vu Bitcoin interdit, finalement Bitcoin n'est pas interdit, c'est les tokens qui sont issus, qui sont impossibles à échanger. En fait, si c'est vraiment le minage qui est interdit parce qu'il pollue trop, on a essayé de le voir un petit peu dans cette vidéo, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu que disait clairement l'amendement de cette loi qui donc, dans tous les cas, a été rejeté lundi dernier ? La loi disait très explicitement que le proof of work était interdit. En tout cas, il fallait que les protocoles mutent vers un protocole de consensus, un consensus qui soit moins énergivore, donc en fait proof of stakes. C'est là d'ailleurs aussi l'hérésie de la chose. Les personnes qui ont construit cet amendement ne comprennent pas aujourd'hui comment marche la gouvernance de Bitcoin et comment aujourd'hui les protocoles modifient leur fonctionnement intrinsèque. Et donc, si le minage avait été interdit en Europe, ça aurait été un point clairement de rupture pour notre souveraineté. Mais au-delà de ça, le texte ne s'arrêtait pas là. Le texte disait que pour les personnes qui détiennent des jetons ou qui offrent des jetons issus finalement d'un consensus par la preuve de travail, eh bien, c'est interdit. Donc, de facto, en fait, il y avait une interdiction indirecte du Bitcoin et de l'Ethereum. Et j'ai vu dans des propos, en effet, parfois certains des rédacteurs de ces amendements se défendre du fait qu'ils n'interdisaient pas Bitcoin et Ethereum. C'est faux. In fine, c'est à quoi cela aboutissait. Donc, il faut bien comprendre que le sujet a mal été abordé. Si on défend une politique plus verte du minage, et moi je le défends personnellement, dans ce cas-là, il aurait mieux valu interdire finalement le minage sur l'énergie fossile. Et on se rend compte de quoi? C'est que en fait, en Europe, il n'y a très peu d'activités de minage sur de l'énergie fossile. Le Kazakhstan n'est pas dans l'Europe à ce que je sache, et aujourd'hui, à date, il n'y a donc pas d'entreprises qui font ça. La vraie question, c'est de savoir d'où l'énergie qui est consommée par le minage vient. Et on se rend bien compte que pour le peu de mineurs qui aujourd'hui investissent en Europe, c'est très souvent de l'hydroélectrique, notamment dans le nord de l'Europe, et on voit bien que c'est l'utilisation de ces surplus d'énergie, d'une énergie qui est intermittente,
qui est utilisé. Et c'est là où il faut se poser la question de savoir à quoi sert ce modèle. Moi, ce que je regrette dans le débat au Parlement européen, c'est qu'on n'ait pas parlé finalement du fond du sujet. On aurait pu faire le choix d'interdire de miner sur l'énergie fossile. Moi, je ne l'aurais pas critiqué. J'aurais pensé, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, il faut aller au-delà et dire à quoi sert aujourd'hui le minage de Bitcoin. Et il sert à équilibrer des modèles qui sont clairement déficitaires de production d'énergie intermittente sur de l'éolien ou de l'hydroélectrique. Et donc, il a une vraie vertu. Et ça, personne n'en a parlé dans le débat au sein du Parlement européen. Alors que reste-t-il de MiCA aujourd'hui, qui ne concerne pas uniquement l'interdiction du Proof of Work, et quelles en sont les prochaines échéances? Eh bien, contactez Faustine Floret, la présidente de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques que je citais plus haut, estime que c'est une victoire, ce retrait de l'interdiction du Proof of Work en Europe, mais qu'il faut quand même rester attentif à ce qui arrive dans les prochains mois, les prochaines années en Europe, puisque une loi passée il y a quelques mois de cela, qui concerne la taxonomie européenne, va mettre dans des catégories toutes les activités économiques et les classer en fonction de ce qu'elles apportent dans la société, de ce qu'elles coûtent, etc. Eh bien donc, ça va concerner le minage. C'est une victoire que ça ne soit pas juste concentré sur le minage et que ça concerne toutes les activités, mais ça rentrera dans le spectre, bien évidemment, de cette taxonomie. Donc, à voir sous quelle couleur, sous quelle flag pourrait être le Bitcoin et le minage en général, et qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence. Là, les critères ne sont pas encore définis, on est un petit peu en avance sur ces thématiques-là, mais dans le cadre de la problématique qu'on vient d'évoquer, il y a ça, la fameuse taxonomie européenne. Victoire donc, mais attention pour la suite. Autre point d'interrogation, la finance décentralisée et les NFT. Pour la finance décentralisée, MiCA pourrait interdire les DEX, les échanges décentralisés, ou en tout cas, puisque c'est décentralisé et que c'est donc difficile de l'arrêter, interdire les PSAN et toutes les plateformes centralisées d'utiliser ces services. Et il y a un paquet aujourd'hui d'entreprises centralisées qui utilisent les services de la DeFi et les DEX pour fonctionner, ou en tout cas apporter une meilleure efficience des capitaux qui leur sont prêtés. Donc ça peut être une menace effectivement pour la DeFi, tout comme pour les NFT qui pourraient être catégorisés dans certaines choses avec, en fonction de leur propriété, être considérés comme une classe particulière, et donc peut-être OpenSea pourrait devoir gérer tout ce qui est KYC de ses utilisateurs, devrait peut-être avoir un régime particulier, notamment de lutte contre la LCBFT, et donc pourrait devoir obtenir l'équivalent du PSAN européen qu'on appelle le CAS. Donc on sort un petit peu de la décentralisation et de l'avantage des NFT sur ces points-là. Les échéances. Où est-ce qu'on en est donc de ce fameux projet de loi MiCA qui va changer un paquet de choses donc pour cette industrie en Europe? Pour l'instant, il faut bien comprendre qu'on est dans des discussions entre les différentes instances de l'Union européenne, un petit peu comme nous, on peut avoir entre le Parlement et le Sénat par exemple. C'est ce qu'on appelle le trilogue, et c'est donc une discussion entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. On a donc 3 versions de MiCA, et dans les prochaines semaines, les institutions vont se mettre autour de la table pour adopter une version finale, tranchée sur les NFT, ainsi que sur la DeFi, et ensuite voter le texte MiCA. Donc on n'est pas encore au bout de ce processus pour savoir ce qui nous attend exactement dans ce projet de loi. Tout n'est pas encore écrit, et l'ADAN notamment, et les différentes institutions qu'on a pu citer tout à l'heure, va continuer son travail pour expliquer à nos députés les enjeux en cas de réglementation trop forte de la DeFi, en cas de réglementation trop forte des NFT. On est actuellement dans ce processus-là, avant d'avoir la version finale qui sera votée donc dans les prochains mois et qui rentrera en vigueur l'année prochaine, l'année suivante, ou celle encore qui suit. Ça, c'est encore trop tôt pour le savoir, mais ça ne sera pas cette année, c'est certain. Les enjeux donc pour la DAN seraient que les NFT est un projet de loi à part entière, que la DeFi est un projet de loi à part entière, et que MiCA ne renferme pas tout ça dans un micmac un peu incompréhensible, soit voté et condamne nos entreprises et puis l'Europe au point de vue du monde. Voilà donc pour cette vidéo d'introduction un petit peu sur MiCA et surtout sur cette interdiction qui ne dit pas son nom du Proof of Work en Europe, qui aurait pu clairement faire basculer l'industrie crypto européenne hier, lundi 14 mars. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Merci beaucoup
à Ladan d'avoir répondu à toutes nos questions pour construire ce script. Merci à Pierre Persson d'avoir participé à cette vidéo. Et merci à Alexandre Stachenko d'avoir fait ce petit thread que je vous mets en description, très intéressant, qui creuse un petit peu les différentes méthodologies qui ont mené justement en partie à ce qu'on a vu dans cette loi et puis en partie de fait à ce qui a mené à cette loi et donc à ce rapport qui n'était peut-être pas si fiable que ça. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la réglementation MiCA, je vous invite à écouter le podcast que je vous mets en fiche et en description que j'ai fait il y a quelques jours, quelques semaines avec Ladan justement, très récent donc pour en apprendre davantage sur les risques pour les NFT, la finance décentralisée et les DEX et les stablecoins notamment. Je ne suis pas trop rentré dans les détails dans cette vidéo parce que ce n'était pas forcément le sujet et parce que Fossil le fait très bien avec Hugo Bordet dans ce podcast. Quant à nous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à poser toutes vos questions. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.